2025 s'annonce comme une très belle année pour le sim racing. On n'a jamais eu autant de matériel disponible, peu importe les goûts. Et on démarre cette année très fort avec une marque française. Je teste le R8 Fury, nouvelle élite de la gamme chez Hoplite. Moins de 650 € en prix d'appel et tout juste plus de 1100 €, toutes options comprises. Est-ce qu'on est finalement sur quelque chose de trop beau pour être vrai ou sur le futur leader du marché des cockpits? C'est parti pour ce nouvel épisode de SimTech. Avant de démarrer, je souhaitais vous remercier parce qu'on a passé le cap des 25 000 abonnés il n'y a pas si longtemps que ça et on se dirige tout droit déjà vers les 30 000. Donc merci beaucoup pour votre soutien. Ça me permet bien de faire évoluer la chaîne et le format SimTech notamment. La marque Hoplite m'a fait confiance dans la démarche et effectivement, je suis rémunéré pour ce test et donner mon avis sur le produit. Je reste complètement libre de mes avis et opinions sur celui-ci. On verra les points positifs et les points négatifs de ce R8 Fury. Et vous me connaissez, il a subi la batterie de test habituel. Avant même de se lancer, on a eu connaissance du produit il y a quelques mois et on a fait toute une batterie de tests en amenant mes propres configurations, que ce soit sur iRacing, sur LMU, sur Dirt, et pour faire des tests plus ou moins parfois bizarres, histoire de vérifier toutes les caractéristiques du châssis. Ça fait un moment que je suis dans ce milieu-là et il y a beaucoup à dire sur le R8 Fury et voici le plan. Ce test va se découper en 6 parties. Je vais vous donner déjà mes premières impressions, la première fois que j'ai vu le cockpit et typiquement quelles seraient un peu toutes les questions que vous seriez à même de vous poser. On va voir ensuite les 4 différentes zones qui composent le cockpit et qui sont importantes à évoluer. On va parler du montage, on va parler ensuite du prix et des options. Il y a un petit plus puisque vous le voyez juste à côté de moi, il y a un châssis dynamique, on en parlera également avant de conclure sur le résumé des plus et des moins et la note finale pour ce R8 Fury. Ma première impression lorsque j'ai vu les deux châssis pour la première fois, elle est tout d'abord esthétique. Ce qui m'a interpellé, c'est justement ce mix entre finalement des éléments du tubulaire, ce qui est la marque de fabrique initiale de Hoplite, et un châssis finalement de base en profilé aluminium, mais un profilé légèrement bombé et arrondi, ce qu'on retrouve pas beaucoup sur le marché. Le second point qui m'a tout de suite interpellé, c'est sur cette installation. Donc on a effectivement un quadruple screen, vous avez le PC qui se situe derrière, mais si on continue de faire le tour, je ne vois qu'une seule prise qui ressort de cette installation. Donc ça veut dire qu'il y a du câble management qui est possible et faisable alors qu'on a un tubulaire, ce qui n'est pas forcément naturel. On a poussé le vis visiblement chez la marque pour accueillir nativement du dynamique et donc il doit y avoir une rigidité associée par rapport aux questions qu'on peut se poser. Justement, en parlant des questions initiales qui me sont venues et que vous pourriez vous poser, je trouve les tubes relativement fins. Donc je me pose la question de la rigidité de l'ensemble de la structure. On a également, pour rester sur cette partie-là, un double arceau que vous avez pour la base volant. Donc là aussi, il doit y avoir des choses décidées par la marque pour avoir fait ce choix technique. L'autre élément évidemment essentiel d'un châssis, je vous en parle toujours, notamment si vous voulez upgrader votre pédalier, c'est la rigidité et les possibilités de réglage de celui-ci, parce qu'on a deux installations quand même assez costauds. On a un P2000 d'un côté de chez Simagic et un Ushingwelt Ultimate Plus qui est le pédalier pour le coup que j'ai sur ma propre installation. Donc là pour le coup visiblement il y a du solide, mais quelle est la modularité de l'ensemble? Et puis enfin il y a énormément d'accessoires disponibles sur les deux, alors notamment sur le quadruple écran, puisqu'on a un support souris, on a un Stream Deck, on a un shifter chez Fanatec, on a un support clavier. Tout est directement intégré, ce qui n'est pas forcément naturel pour un châssis initialement tubulaire. Et enfin la dernière question que je me pose, c'est tout simplement qu'est-ce que ça vaut par rapport à la concurrence? On va y répondre et pour évaluer un cockpit, on va évaluer chacune des zones, des fondations du cockpit. Quand vous choisissez votre châssis, c'est un peu comme si vous choisissiez votre maison. Il y a des pièces essentielles, la cuisine, la salle de bain, votre chambre, des pièces de vie tout simplement, et des zones bien délimitées. On va donc prendre l'ensemble de ces 4 zones. La première zone, c'est la zone d'assise avec votre siège, là où vous êtes installé et où vous devez être le plus confortablement installé possible. Vous allez ensuite avoir la zone centrale. La zone centrale, elle se situe au niveau des deux arceaux, c'est ce qui va accueillir votre volant et finalement les autres supports derrière et accessoires. Troisième zone, la zone dite basse, qui est la zone autour du pédalier
qui là aussi demande une certaine rigidité et une certaine modularité pour vous adapter eh bien l'ensemble qui se connecte par rapport à votre morphologie. Et enfin, la quatrième et dernière zone, on la concentre sur la zone supérieure. J'ai presque envie de dire le premier étage, alors qu'on vient de parler du rez-de-chaussée, qui accueille ici eh bien, les supports écran et les différentes options et accessoires disponibles sur le châssis. La première zone est donc la zone d'assise dans laquelle je me retrouve dans le siège du Hoplite. Ici, dans sa finition supérieure en Alcantara, de base il est en microfibre fourni avec le châssis, un siège confortable et un siège résistant en fibre de verre avec 4 couches. En termes de standard, on n'a pas de flex dans le dos, même si on appuie énormément sur la zone de freinage. Et ce qui est intéressant dans la zone d'assise, c'est aussi eh bien l'ensemble des possibilités de réglage, notamment pour vous adapter à votre morphologie. Personnellement, je suis plutôt assez grand, je fais quasiment 1m90 et pour le coup, il y a des éléments intéressants que je souhaitais vous montrer, notamment au niveau des équerres, puisqu'en fait, vous pouvez régler la hauteur et l'inclinaison de votre siège à 2 niveaux, au niveau inférieur et au niveau supérieur. Comme vous le voyez par les différents orifices qui sont disponibles pour régler vos glissières. Et en plus de ça, c'est une question qui m'est souvent posée également, c'est est-ce que je peux installer mon propre siège sur tel ou tel châssis? Et Hoplite a anticipé le coup. Je vais vous montrer justement un autre élément, les glissières. Celles-ci, ce sont celles qui sont fournies de base par la marque pour le siège sur lequel je suis assis. Et celles-ci, ce sont celles d'origine des Sparco. Donc vous ayez un montage de côté, peu importe votre siège, finalement vous allez pouvoir vous installer. Et si vous avez également un montage par le dessous, vous allez également, grâce à l'équerre inférieur, pouvoir le faire. L'autre élément qu'on retrouve sur cette zone d'assise, qui est là encore une fois un détail, mais qui montre eh bien, à quel point la marque a aussi poussé dans sa conception en fait et son design, c'est cet élément que vous retrouvez sous le siège. Il n'y a qu'une marque que je connaisse qui fasse ça, c'est notamment Airseat. Ça vous permet par-dessous de eh bien, lier vos deux rangs d'équerre de chaque côté. Ça a un avantage, c'est que eh bien, si vous n'en avez pas, notamment vous l'avez peut-être expérimenté, c'est qu'au niveau des crans de la glissière, vous n'allez pas être exactement sur le même cran à gauche et à droite de votre siège et vous êtes légèrement désaxé. Alors c'est quelques millimètres, parfois 1 centimètre, mais pour le coup ici ça vous évite d'avoir ça. Ça évite également des problématiques pour ceux qui ont des sessions de jeu très longue durée, ça a été le cas sur certains châssis, de la flexion par l'intérieur des équerres, puisque ça fait un renfort supplémentaire au centre. Et enfin la dernière astuce, c'est que vous allez pouvoir y installer, et c'est le cas d'ailleurs sur ce châssis, eh bien, des éléments par le dessous que vous allez pouvoir eh bien, avec des riselants scellés et qui vous permettent de gérer aussi votre cab management. Donc mine de rien, une pièce qui n'a pas l'air comme ça, mais qui a une utilité super importante dans la conception de l'assise. Deuxième zone clé du châssis, la partie centrale et eh bien, le double arceau que l'on retrouve sur ce R8 Fury, ce qui est une première pour moi sur un châssis. Je crois pas qu'il y en ait d'autres qui aient un tel double arceau. Et le point important ici, c'est forcément eh bien, est-ce que vous avez de la flexion ou du mouvement, notamment parce que c'est ce qui accueille l'élément central de votre châssis, votre force feedback. Ici donc un SeaMagic Ultimate, sur l'autre on a le Fanatec en V2 et très clairement, il faut le dire, il n'y a aucun mouvement. En fait, la technologie pour le coup, avec ce choix de double arceau, on sent que c'est ce qui permet réellement le renfort finalement sur un châssis tubulaire pour pouvoir intégrer ça. Mais en plus, ces deux parties-là en fait sont soudées par une pièce centrale sur la pièce sur laquelle vous allez ensuite monter votre volant et ensuite cramponner. Vous avez des réglages, hein, vous le voyez ici, en inclinaison pour gérer la hauteur et la profondeur sur le dessus de la plaque. Ce que vous noterez cependant en termes d'ergonomie, c'est que finalement on n'a qu'un montage par le dessous du volant. Donc si vous cherchez un front mount, notamment je pense si vous êtes propriétaire de Simucube, eh bien il va falloir avoir l'option du constructeur, quoi qu'il en soit, avant d'être capable de déménager la plaque et même au vu de l'épaisseur de la plaque sur laquelle vous montez tous les éléments qui sont pré-soudés, à moins que vous soyez The Rock ou John Cena, je pense que vous aurez aucun problème. Pour terminer sur cette partie centrale, au-delà des choix qui ont été faits, de rigidité, de contrôle aussi des coûts par rapport aux technos disponibles, sur certains châssis plutôt typés haut de gamme, vous allez retrouver une plaque repose-pied, y compris entre votre pédalier finalement et le siège. C'est pas le cas sur ce R8 Fury, mais rien de choquant comme on le verra par rapport à son prix. Troisième zone importante, lorsque vous choisissez un châssis, la zone eh bien, du pédalier, la partie basse de votre cockpit. Comme on le voit ici, on a deux configurations. On a la configuration Ushingveld Ultimate Plus juste à côté de nous et la configuration avec le P2000 sur le châssis dynamique. Très clairement,
aucun problème de rigidité à signaler. C'est d'ailleurs très certainement pourquoi cette partie-là est liée à la partie en profilé aluminium. Vous avez beaucoup d'options disponibles pour régler votre pédalier. On notera les marques, notamment sur les petits profilés en alu sur le côté pour vérifier bien la longueur et la profondeur de vos pédales. Vous avez également par l'intérieur deux équerres, une de chaque côté, qui vous permettent de régler la hauteur et l'inclinaison de votre pédalier. Ça se voit d'ailleurs très bien sur l'installation dynamique avec le P2000 puisqu'on a une inclinaison inversée parce que les P2000 sont super droites, donc pour leur donner un petit peu d'angle et éviter de vous casser les chevilles, vous avez besoin de faire ça. Mais pour le coup, ça va être compatible avec l'ensemble des pédaliers du marché et c'est une nouvelle tendance qu'on retrouve chez les derniers châssis ressortis chez pas mal de marques, d'avoir également ces deux supports principaux ici sur le côté qui relient deux grosses plaques sur lesquelles vous allez pouvoir mettre la pédale plate du constructeur. Ça vous permet d'éviter notamment d'avoir à percer parce qu'à un moment donné c'était la grande mode chez pas mal de constructeurs d'avoir leur propre plaque avec beaucoup de pré-perçage. On a changé de tendance tout simplement pour répondre aux diverses offres disponibles sur le marché. C'est le choix qu'a également fait Hoplite par rapport à ça. Pour terminer sur la partie basse du châssis, vous noterez il n'y a pas de réglage disponible sans outils. Par exemple une glissière comme on peut retrouver chez certains. Une stratégie finalement logique quand on voit le prix extrêmement contenu. On en reparlera un peu plus tard dans la vidéo. Mais vous avez tous les réglages encore une fois disponibles. Attention, ceci étant dit, puisque vous allez avoir la plaque latérale qui est directement en contact avec votre châssis alu. Donc pour le coup, quand vous allez la glisser, attention aux peintures, ça peut être assez délicat. Je l'ai testé justement parce que je voulais avoir clairement mon avis si, comme sur certains châssis que j'ai moi-même pu avoir, on allait avoir d'énormes traces de peinture. C'est pas le cas et petite technique de la marque, pour le coup que je connaissais pas, c'est d'utiliser sur un chiffon, si vous avez une micro-rayure du WD-40, pour le coup, vous frottez votre châssis, ça vient nourrir la peinture et si vous avez une micro-rayure où vous cherchez à entretenir la partie profilée aluminium de votre châssis, voilà, ça paye pas de mine, mais ça s'avère bien utile. Vous noterez donc on est dans une position GT. La marque envisage sur justement les équerres à l'intérieur d'en avoir tout simplement de plus grandes dimensions qui vous permettront de vous mettre dans une position un petit peu hybride, quasi F1. Alors, vous savez ce que je pense quand même relativement de la position hybride, j'en suis pas fan, mais pour les fans et aficionados de F1, sachez que ça pourrait être disponible notamment pour le second semestre cette année. On passe à l'étage supérieur et donc sur tout ce qui accueille les accessoires et notamment ce que j'ai devant moi, le support quadruple écran. Alors sur ce support quadruple écran, il y a beaucoup de choses à dire. Premier, c'est la facilité d'ajustabilité des écrans. Là, vous voyez, je vais faire un réglage à la main. Typiquement, vous pouvez ouvrir et fermer et régler votre triple screen et vous pouvez très facilement le faire parce que régler un triple screen, honnêtement, ça peut être la galère sur des supports qui sont pas foncièrement bien conçus et pour le coup, celui d'Hoplite est très bien fait, notamment avec cette pièce-là qui vous permet de parfaitement ajuster vos angles si vous préférez avoir un angle plus ou moins fermé, si vous avez des écrans incurvés, des écrans plats comme on les a ici. Lorsque vous achetez votre support, vous allez acheter en général le support de l'écran finalement central. Le reste sont des options. Vous n'allez pas avoir à racheter un kit d'un support complet. Le support initial est suffisamment renforcé pour ensuite accueillir l'ensemble des 4 écrans. Donc comme vous le voyez ici, vous avez toute la visserie et tous les éléments qui vous seront fournis directement par la marque. Vous avez de quoi régler sur le 4e écran les éléments d'inclinaison, les éléments de profondeur. Donc pareil, pour régler vos écrans au plus proche ou un petit peu plus loin de votre centre de volant, ça va être possible et facilement. Vous avez énormément de pré-perçage disponible au niveau du réglage des niveaux, des différents ajustements. Ça va là aussi être simplifié au détriment, on peut peut-être l'évoquer, de la partie design parce que forcément vous avez pas mal de trous pré-percés, donc un peu moins esthétique que si on avait un tube plein, mais bon, parfois il faut pouvoir faire des concessions. Et je reviendrai sur un autre élément de la partie supérieure qui est la plaque support PC qui, de la même astuce qu'on avait vu, la plaque cachée sous le siège vous permet de cacher tous les câbles et une bonne partie du câble management qui se fait ici et de ne ressortir qu'une seule prise à la fin de votre châssis. Même avec du tubulaire, un nombre de fils quand même bien caché et quelque chose de finalement d'esthétique de fini. Dernier point sur ces supports écrans, vous les voyez et vous intrigue peut-être ici, ça
c'est en fait une pièce que vous pourrez acheter à part. C'est tout simplement la pièce de montage d'un écran qui est dérivée avec une pièce faite en impression 3D juste ici. Donc si vous êtes bricoleur, en fait, ce que vous pouvez faire, vous pourrez sur votre propre châssis, dans l'idée de ne pas avoir quoi que ce soit qui traîne, vous pourrez monter votre volant et donc avoir encore une fois une accessoirisation. On sent qu'il y a eu une volonté aussi de laisser un petit peu la créativité des sim racers pour s'approprier en fait le châssis et une volonté de justement laisser cet esprit et cet écosystème ouvert pour l'intégration pour le coup de pièces annexes que vous pourrez retrouver chez des particuliers et des indépendants. Coplit facilite ici. Pour conclure sur la partie supérieure du châssis, vous le voyez, on a une ergonomie qui est franchement plutôt bien pensée, notamment pour les supports clavier, support souris et ici un support de Stream Deck en plus de la dernière option qui est le shifter ici Fanatec et qui peut se monter comme on l'a vu sur l'autre châssis dynamique avec frein à main et boîte de vitesse intégrée. Je reviens sur 2-3 éléments même importants, notamment parce qu'on est sur du tubulaire, qui sont le support souris, le support clavier tout d'abord. Vous voyez ici, ils ont les antidérapants Hoplite, ils sont fournis avec. Pour le coup, c'est dispo directement quand vous allez les acheter. Ça pour le coup, c'est un plus parce que c'est pas le cas chez tous les constructeurs. Et donc du coup, quand vous roulez, vous avez vraiment aucun mouvement et vous pouvez les régler de manière super simple. En fait, ce sont des mâchoires qui viennent en fait se fixer sur votre tubulaire. Donc pour le coup, ils sont placés ici dans cette installation, mais vous avez finalement autant de configurations que d'envie. Si vous voulez avoir votre clavier plus près de vous avec un petit peu plus d'angle, pareil pour votre souris, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de points d'accroche encore disponibles sur le châssis. Pareil ici pour ce qui est le Stream Deck, on peut y imaginer par exemple une button box. Vous n'avez pas de mouvement parasite, donc même si on est en IndyCar, sur iRacing, sur Sebring, et pour le coup vous n'allez pas avoir la souris qui va s'en aller au bout de 20 minutes de session parce que les boss de Sebring auront fait la malle à votre support de souris. Vous me connaissez, je vous en ai parlé, c'était une de mes questions au début de la vidéo. Quelle est la résistance du support écran? Est-ce qu'on a du mouvement sur les écrans lorsque on se met dans des conditions de course? Il va donc passer au crible de mon test habituel, l'IndyCar IR18 sur Sebring, le test qui est un peu implacable sur à peu près tous les éléments que vous pouvez penser en termes de force feedback, et pour le coup on va l'appliquer à un châssis. Et je vais vous montrer deux choses ici, une condition normale d'utilisation et une condition où on va utiliser 100% du force feedback disponible par le volant. Alors là vous le voyez déjà, j'ai quand même 60% de force feedback disponible, j'ai tout réglé sur iRacing pour avoir quelque chose de suffisamment rigide, vous le voyez je pense dans mes bras qu'il y a quand même déjà pas mal de mouvements. Vous le voyez en conditions normales, on vient de faire notre meilleur tour en une 41.8, donc un tour tout à fait propre en IndyCar sur Sebring. Et pour le coup, on n'a pas de mouvement finalement gênant, en tout cas on n'a absolument rien sur l'écran central. Il peut y en avoir un tout petit peu sur l'écran sur les côtés, alors que vous ne noterez pas en jeu, vous verrez en point de vue extérieur. Mais pour le coup, rien de gênant dans l'expérience de gameplay. Donc on est resté sur notre même configuration en IndyCar, et cette fois-ci, on a mis 100% du force feedback disponible. Alors comme vous voyez, on n'a pas de clipping sur iRacing, avec le petit F d'affiche en haut à droite de mon écran. Alors typiquement, il y a beaucoup plus effectivement de retour de force, ce qui pour le coup est très irréaliste, on va pas se mentir, c'est-à-dire que je ne pense qu'aucun d'entre vous ne roule avec un tel force feedback, mais on donne de sa personne pour vous démontrer si le châssis est-il rigide ou pas. Je pense que pour le coup, vous avez votre réponse et on ne trouvera pas plus extrême comme condition pour le tester. Et le dernier zoom sur cette partie, il est sur l'élément sur lequel est montée ici la boîte de vitesse Fanatec. Forcément, une concession faite sur le design et une volonté de compatibilité totale. Il y a quand même pas mal de trous disponibles sur cette plaque. Pour le coup, c'est vrai qu'au niveau design, c'est un petit moins par rapport à cette pièce-là. On ne peut pas tout avoir, et à noter qu'elle est réglable en hauteur et en inclinaison. Et si vous l'inversez, elle est également réglable en profondeur. Vous allez la voir un petit peu plus loin et vous pourrez avoir un shifter par exemple plus près de votre volant, comme une configuration rallye par exemple. La conclusion est simple, on a bien le meilleur des deux mondes entre l'esthétique du tubulaire sans compromis sur la modularité ni la capacité de résistance du châssis, et les avantages du profilé, notamment par rapport à la base pédalier, qui est l'un des éléments les plus importants si vous recherchez de la performance. Donc là encore, une réussite pour ce R8 Fury.
passe maintenant à l'expérience de montage. En toute transparence, c'est pas une expérience que j'ai eu l'occasion de vivre, même si on a déjà idée du volume et de la boîte. Maintenant, monter, démonter des châssis, je l'ai peut-être fait beaucoup trop de fois dans ma vie, donc je vais vous évoquer quelques points clés sur le montage. Alors déjà dans sa conception, tout est finalement relativement simple parce que le plus difficile quand vous avez notamment un profilé aluminium, c'est bien de tout aligner. Là pour le coup vous avez que la base et vous avez en plus fourni avec votre châssis le niveau qui vous permet d'assurer que la base alu de votre châssis soit parfaitement droite et à niveau avec votre sol, ce qui est super important avant d'aligner vos autres éléments, sinon vous allez vous retrouver avec des jours et des trucs un peu tordus de droite et de gauche. Ça nous est tous arrivé quand on a monté nos premiers châssis en alu. Ici, la marque cherche à prévenir cet effet qui se coule qui n'est pas forcément très agréable en deuxième intention. Pièce utile également pour le niveau de votre châssis, vous voyez tout ici, cette pièce-là vous permet de vous garantir l'alignement de vos deux parties de l'aluminium et vous avez donc un cache qui vient bien finir le tout et les pieds du châssis ici qui vous permettent avec les rotules notamment d'être parfaitement à niveau et au sol parce que c'est ce qui va vous garantir la stabilité de votre châssis et surtout au montage des pièces au complet de vous assurer que tout est bien droit. Et vous avez le cache qui se monte juste là, ça se clip très facilement. Sur la partie tubulaire, là pour le coup tous les éléments s'emboîtent ensemble. On notera juste par rapport à l'adaptation sur votre morphologie. J'aurai deux conseils particuliers. Le premier conseil, il concerne justement le montage du double arceau recommandé par la marque pour être mis tout au bout du châssis et plutôt d'ajuster vos éléments finalement de siège et de pédalier. Si cependant vous souhaitez plutôt ajuster votre châssis par l'élément central et ce double arceau, je vous conseille du coup de ne pas tout trop visser trop vite et simplement de régler cette partie-là avec potentiellement comment vous allez projeter votre pédalier et votre siège. Ça vous évitera notamment de rayer pour rien votre partie aluminium et surtout de mettre trop de poids dessus avant de passer à cette étape du montage. Le deuxième point, même chose pour la partie centrale, cette fois-ci sur le volant. On en a parlé dans sa conception, un montage par le dessous et une plaque qui va venir ensuite. Donc pensez donc à d'abord monter votre volant sur cette plaque, à ensuite l'insérer sur justement celle-ci et c'est cette armature là que vous allez ajuster. Pensez à ces aimants là, ça vous évitera une déconvenue si par exemple vous souhaitiez monter tous vos éléments d'abord parce que vous n'avez pas reçu certaines pièces sur votre châssis. Pensez à cet ordre là, ça sera important pour passer un montage des plus sereins. Il faut qu'on parle maintenant du prix de ce R8 Fury qui casse la baraque. Le prix de ce R8 Fury est à 649,90 € en prix d'appel, comprenant donc l'armature du châssis ainsi que le siège. Et si vous souhaitez avoir, comme il est à ma gauche et vous à votre droite à l'image, ce châssis complet avec l'ensemble des options disponibles, donc on a quand même quadruple screen, support souris, support clavier, support shifter et support PC, le tout ressort à un tout petit peu plus de 1100 €. Ça casse la baraque. Il n'y a rien d'autre à dire en termes de prix. Si on fait la comparaison à des châssis équivalents chez d'autres marques, je prends l'exemple de Track Racer avec un TR8 Pro ou un TR80S, vous êtes à 400 € de plus. Et si vous allez sur des gammes finalement supérieures, chez Airseed par exemple ou sur Next Level, que ce soit le FGT ou même en version Light, vous allez parfois vous en sortir pour des prestations équivalentes à plus de 1000 € supplémentaires. Donc très clairement, c'est un énorme coût sur le marché de la part d'Hoplite et ça en fait le meilleur rapport qualité-prix de sa catégorie. Pour terminer sur le prix et les options du châssis, une note additionnelle, vous l'avez soit en configuration full black, soit alors en blanc pour toute la partie tubulaire et la base alu toujours en noir. Vous le noterez à l'image que, et bien sûr celui de gauche, on a des anodisations avec des vis or et une configuration en noir et or qui personnellement je trouve rend super sympa. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si la marque devrait penser à commercialiser ce genre de combinaison de couleurs et lesquelles vous souhaiteriez peut-être avoir sur votre châssis. N'hésitez pas à répondre dans les commentaires. Avant de parler davantage de l'installation dynamique, la question de la semaine est très simple. Laquelle des deux installations du R8 Fury vous préférez? L'installation streamer ou l'installation dynamique? N'hésitez pas à me faire part de vos choix dans les commentaires ou à répondre en sondage disponible dans la communauté de la chaîne.
On se retrouve désormais dans le châssis dynamique, l'une des principales attractions de ce R8 Fury, parce que eh bien, les SimRig sont directement installés dessus et on est allé aussi loin que de penser à l'évolution complète de votre vie de SimRacer. Et si vous souhaitez avoir du motion, eh bien c'est possible avec ce R8 Fury. Les SimRig en plus on les a testés à la Sim Racing Expo. Franchement, j'ai plutôt été agréablement surpris par cette techno et elle s'intègre super bien par rapport au Fury. On ne perd pas le désavantage pour le coup du câble management, c'est-à-dire que ça traîne pas partout. Tout ça reste relativement compact et SimRig d'ailleurs a pensé à fabriquer une pièce ici qui permet de joindre directement au châssis eh bien, les motion et pour le coup eh bien, c'est super bien intégré et comme vous allez le voir à l'image, il n'y a pas de flex, il n'y a pas de bruit de couinement désagréable de la part du châssis. On n'a pas de mouvement, on l'a quand même testé un bon moment sur cette partie dynamique. Donc franchement, une très bonne surprise. Si vous avez une installation dynamique, il va y avoir quand même quelques compromis. Vous voyez qu'il est un peu moins accessoirisé directement sur le châssis. On est sur un simple écran ici, un 40 pouces. Alors il n'y aura pas de problème avec un 49, il n'y a pas de flex sur l'écran central là non plus, y compris en dynamique. Vous aurez des images qui vont vous l'illustrer également. Et j'ai aucun doute que même sur un 49, une dimension plus grande, il n'y ait pas de problème parce qu'il est un petit peu plus compact en hauteur. Et par contre, effectivement, pour eh bien, votre PC, vos claviers, vos souris, hop, je les amène justement ici. Vous allez devoir les avoir déportés et pour le coup, Hoplite, pour l'instant, n'a pas les accessoires additionnels comme ici le support clavier et souris déporté en blanc. Donc si vous voulez faire matcher votre installation, vous serez sur un bicolore noir-blanc. Mais là aussi, n'hésitez pas à faire savoir dans les commentaires si ça vous intéresserait pour le coup d'avoir eh bien, ce genre d'accessoires en blanc et vous allez pouvoir m'indiquer ça également dans les commentaires sur votre châssis finalement préféré. On arrive donc à la fin de notre test et je vais vous résumer du coup les points positifs et négatifs de ce R8 Fury. On va commencer par les points positifs déjà par rapport à la concurrence sur un même segment. Il est relativement compact, que ce soit en termes de largeur ou en termes notamment de longueur, que ce soit pour passer des portes ou peu importe là où vous allez l'installer. Finalement, il prend un petit peu moins de place que certains de ses concurrents, un avantage selon eh bien, l'espace que vous avez de disponible chez vous. L'autre point super intéressant, c'est qu'il est compatible avec eh bien, tous les grands périphériques du marché et vous allez vous éviter ce qui est souvent pénible d'aller devoir eh bien, repercer une plaque comme on l'a vu, que ce soit pour un pédalier, pour qu'un shifter soit compatible ou votre base volant. Là-dessus, tout a été pensé pour que vous soyez sur n'importe quelle marque, eh bien, vous puissiez avoir eh bien, le tout directement le plus plug and play possible. Le design que je trouve plutôt original, alors là, une vue relativement subjective, mais je trouve que ce mix du meilleur du tubulaire et du meilleur du profilé aluminium, eh bien, lui sied plutôt bien, notamment avec les arrondis du côté de l'aluminium. Ça casse pas la ligne générale du châssis. De manière générale, le châssis est plutôt bien pensé, notamment sur ce qu'on a évoqué par rapport au montage, et on a ce qu'on attend sur un châssis, énormément de rigidité, que ce soit sur la partie volant, sur la partie siège ou sur la partie pédalier. Pour continuer là-dessus, au-delà de la rigidité, il est facile de s'adapter eh bien, à différentes morphologies, comme on l'a vu, en termes de réglages disponibles ou même en termes eh bien, d'intégration des différents sièges disponibles sur le marché, que ce soit chez Hoplite ou par exemple d'autres sièges Sparco ou un siège que vous pourriez vous-même avoir. L'intégration est facilitée par les systèmes de glissière. Et les deux derniers points côté positif, on revient sur le côté esthétique et design, c'est la possibilité et facilité de cable management. On a finalement une prise qui ressort et même sur l'installation dynamique, on arrive malgré eh bien, tout ce qu'il faut mettre à côté eh bien, à arriver à un châssis qui reste quand même esthétique et pas avoir des fils finalement partout dans la pièce. La partie dynamique est évidemment un plus réellement pensé pour faire évoluer votre châssis dans le temps. C'est un petit peu comme si vous achetiez ce châssis là, c'était finalement eh bien, votre châssis ultime chez la marque. Et le dernier point positif, c'est évidemment le prix dont on a déjà grandement parlé tout à l'heure par rapport à la concurrence et par rapport au niveau de prestation qui est offert. On passe désormais sur les points plus négatifs du châssis, ou en tout cas sur lesquels vous allez devoir porter attention selon eh bien, votre propre installation et le matériel que vous souhaitez avoir. Le premier point, finalement, il est sur la base volant qui est très rigide, on l'a évoqué tout à l'heure, mais qui n'est disponible qu'avec un montage par le dessous. Si vous êtes du coup chez Simucube, vous allez devoir acheter l'option du front mount qui n'est pas disponible
disponible sur ce R8 Fury. Et pour le coup, eh bien peut-être que en termes de faire matcher vos peintures, notamment avec les options disponibles chez Simucube, voilà, c'est un petit détail qu'il faut prendre en compte, mais qui n'est pas non plus eh bien rédhibitoire par rapport au châssis. Sur le deuxième point, autour de la structure des écrans, donc on a une rigidité qui permet eh bien d'avoir l'ensemble des quadruples écrans plus la base PC. Si, comme on l'a évoqué tout à l'heure, vous jouez avec un très fort force feedback, vous allez peut-être avoir un tout petit peu de tremblement sur la zone écran. Personnellement, je ne l'ai pas du tout senti, encore une fois, en jeu dans des conditions normales, mais c'est à noter. Et vous avez l'option de pouvoir déporter justement celui-ci, ce qui sera de toute façon indispensable si vous prenez le châssis dans sa version dynamique. Autre point qui s'explique de toute façon par le prix, vous n'allez pas avoir, comme chez certains châssis, une glissière également intégrée pour eh bien régler notamment votre pédalier en profondeur. Il va falloir utiliser les outils. Pour le coup, ça se fait encore une fois de manière relativement simple, mais c'est un point à noter par rapport à ce R8 Fury. On a parlé beaucoup des compatibilités, mais notamment sur le shifter. On a pas mal de perçage du coup pour s'assurer de la compatibilité sur eh bien l'ensemble des marques, ce qui est du coup forcément au détriment du design de la pièce en question. Rien de bien méchant là encore, mais à noter si on doit trouver quelques défauts à ce R8 Fury, et il sera à vérifier notamment en termes de montage, la capacité du montage en solo sur certaines pièces et certaines options, notamment comme on l'a vu dans la partie montage, lorsque celui-ci va être disponible commercialement, je le rappelle, dans 3 jours, le 12 février. Et enfin, le dernier point, il est sur les frais de port par rapport à ce que la marque peut d'habitude offrir. C'est vrai que le châssis, mine de rien, pèse son poids, et du coup, les frais de port ne peuvent pas être intégrés là-dessus, ce qui est relativement compréhensible, puisque c'est le cas chez la majorité de la concurrence, mais c'est un point à noter si par exemple vous cherchez à comparer par rapport à un GTR S8. On arrive donc à la note finale pour ce R8 Fury. On l'a noté comme à notre habitude sur 5 critères différents. Tout d'abord, le design, sur lequel je lui ai mis la note de 3 sur 4. Excellente première impression. Pour le coup, disponible dans différentes combinaisons de couleurs. Alors le noir et le blanc, il y en a moins par exemple que sur un S8, ce qui lui fait perdre ce petit point-là. Et sur peut-être eh bien d'autres éléments de personnalisation pas disponibles directement chez le constructeur, ou en tout cas pas à l'heure du reveal de ce R8 Fury. Sur la rigidité, je lui ai mis la note de 3,5 sur 4. Comme je vous l'ai dit, il n'y a rien à dire, que ce soit côté siège, côté pédalier, côté base volant, rien ne bouge. On avait en plus des configurations, le DD2 qui encaisse 25 Nm de chez Fanatec et le Simagic Alpha Ultimate avec des P2000. Bref, vous ne pouvez pas avoir meilleures conditions pour tester le châssis et sa rigidité. Autant vous dire qu'on lui a pas fait de cadeau et qu'il n'a pas bougé d'un poil pendant tous les tests qu'on a pu faire en off ou bien même pendant le tournage. Du côté de la modularité, qui est notre troisième critère de notation par rapport au châssis, eh bien, je lui ai mis là aussi la note de 3 sur 4 parce que eh bien, vous avez tout un tas d'options disponibles. Il est facile de le régler à votre morphologie. Vous allez tout simplement devoir eh bien, utiliser parfois quelques outils. C'est un choix volontaire de la part du constructeur, des fois sur des choix eh bien, purement technologiques de rigidité. C'est à noter, par rapport à ce prix-là, ça reste un excellent qualité-prix et pour le coup, une excellente note. Le quatrième critère de comparaison d'un cockpit, et si vous êtes attentif sur la chaîne, je vous en avais notamment beaucoup parlé et incité à la vigilance quand je vous avais parlé l'année dernière des meilleurs cockpits de Sim Racing sur toute l'étude qu'on a fait à fin 2024 de l'ensemble des châssis disponibles, c'est l'optionnabilité. Parce que oui, le prix d'un châssis peut souvent être intéressant en prix d'appel, mais finalement, quand vous accumulez les options, eh bien celui-ci devient moins intéressant que ce que vous pourriez trouver chez le concurrent. Là, pour le coup, vous avez réellement un package complet, et même si on a un châssis eh bien, sur la structure même tubulaire, vous avez toutes les options nécessaires, que ce soit les supports clavier, l'ensemble des supports écran directement intégrés ou déportés. Vous pouvez réellement en faire ce que vous voulez. Vous pouvez même rajouter des pièces, comme on l'a vu de vous-même si vous êtes un petit peu bricoleur. Il y a tout un tas de choses qui ont été prévues et laissées à la créativité par la marque. Il obtient donc la note de 3,5 sur 4 sur ce critère, ce qui est finalement dans la lignée des précédents. Et le dernier dont on parle toujours, c'est le prix. Et là, il n'y a rien à dire, c'est du 4 sur 4. Par rapport à la concurrence, il est beaucoup moins cher pour un niveau de prestation équivalent. Donc là-dessus, c'est juste bien joué à la marque. Ce qui donne la note finale de 17 sur 20. Une excellente note donc pour ce R8 Fury qui fait une entrée remarquée sur le marché et qui, en termes de rapport qualité-prix, se
place comme le leader clairement de sa catégorie. Voilà donc qui conclut ce premier épisode de SimTech édition 2025. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos feedbacks et remarques dans la section des commentaires. Vous êtes beaucoup dans mes DM à me demander des tests sur tel ou tel matériel. Mon but, c'est de vous présenter des choses que je pourrais soit moi-même acheter ou recommander. Et du coup, n'hésitez pas à me dire également dans les commentaires quels tests et matériel vous souhaiteriez voir sur la chaîne en 2025. En attendant, si vous débutez et cherchez à vous prendre vos marques sur le marché du sim racing, je vous conseille la playlist qui va s'afficher juste là ou la vidéo qui va s'afficher juste ici.